Hier, le professeur Alpha Condé est revenu sur son bilan et plusieurs questions d'ordre national. Ici à Conakry, plus de 1000 jeunes prennent part à la plénière de la consultation nationale des jeunes. Ils doivent faire le point sur les informations qu'ils ont pu collecter. Et puis en sport, un groupe de titans pour le Sili national cadet à la Coupe du Monde au Chili. Dans la poule B, les Siliorais seront confrontés à l'équipe du Brésil, celle de l'Angleterre et de la Corée du Sud. Voilà pour les titres. Direction au pays de la Teranga. Séjour de travail de 72 heures à Dakar. Professeur Alpha Condé a animé un déjeuner de presse hier soir à l'hôtel Radisson. Pendant 45 minutes, le chef de l'État est revenu sur son bilan, les élections en vue, le dialogue ainsi que la coopération entre la Guinée et le Sénégal. Envoyé spécial Kamara Boubacar. Face à la presse sénégalaise et internationale, le président guinéen est resté fidèle à son franc-parler. Aucune question n'est esquivée. En premier lieu, les relations guinéo-sénégalaises à l'épreuve d'Ebola. Mais les choses sont normalisées et il n'y a aucun problème aujourd'hui entre le président Macky Sall. Le professeur Alpha Condé a mis à profit cette rencontre pour exhorter à la consolidation de la solidarité africaine. Interpellé sur l'actualité politique guinéenne et le blocage du dialogue, le président promet. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait encore comme concession pour qu'on règle le problème des communes. Mais la CENI, il est évident que pour ça, la CENI, il faut qu'on aille devant le Parlement. Le chef de l'État est revenu sur les efforts de changement en évaluant son bilan. Si on compare le passé, c'est exceptionnel, mais si on compare à ce que nous voulions, non. Parce que l'Ebola est venu casser notre rythme au moment où nous avons fini de signer les contrats pour 25 milliards de dollars pour les investissements miniers, etc. Donc l'Ebola est venu freiner ce rythme-là. Mais l'Ebola aussi est une opportunité pour nous. Parce que si l'Ebola nous a fatigué, c'est parce qu'on n'avait pas un système hospitalier performant. Ce que nous allons faire, on n'avait pas de route, il était difficile d'arriver les malades en forêt. Nous allons faire les routes. Et aussi, nous allons développer l'initiative privée. Parce que si c'est les Guinéens qui ont des entreprises, ils ne vont pas partir. D'un air décontracté, comme à ses habitudes, le chef de l'État laisse une bonne impression chez nos confrères sénégalais. Oui, j'ai été entièrement satisfait de l'entretien avec le président guinéen parce qu'il a été très clair dans les explications. Avant, on avait une idée vraiment synoptique de la situation en Guinée. Mais quand il est venu et qu'il nous a expliqué qu'il a trouvé un pays en lambeaux et en moins de 4 ans, il a réussi à mettre sur pied un état de droit, à réorganiser la justice, l'armée. Moi, je pense que c'est quelque chose à saluer et que franchement, c'est vrai que c'était aux populations guinéennes de juger, mais à mon humble avis, je pense que le président Alpha Condé est en train de faire de très grandes choses en Guinée. Franchement, il faut reconnaître ça quand même. On parlait, il a répondu à cœur ouvert aux questions qu'on lui a posées. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aborder toutes les problématiques qui nous intéressaient. Mais je pense que pour une première, c'est une très bonne chose. Au deuxième jour de son séjour à Dakar, le président doit encore poursuivre sa communication directe pour une meilleure visibilité de la Guinée. Ici à Conakry, la plénière nationale de la consultation nationale des jeunes a été lancée ce matin au stade de Nongo dans la commune de Ratouma. Plus de 1000 jeunes sont concernés par cette plénière qui prendra fin demain. Il s'agit pour ces jeunes de faire le point sur les informations liées aux problèmes qu'ils ont pu collecter. Précision en image, Kernosman Diallo. La consultation nationale de la jeunesse est entrée dans sa dernière ligne droite. Les jeunes commissaires, rapporteurs, animateurs socio-éducatifs et assistants se retrouvent enfin pour valider leur rapport final, appelé cahier de doléances. En 20 points, ils vont résumer les problèmes qui handicapent l'épanouissement de la couche juvénile et faire des propositions pour améliorer les conditions de vie des jeunes Guinéens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'en dehors des frontières. Nous sommes fiers qu'on soit consultés, qu'on soit associés dans de telles initiatives. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis là, retour au pays natal, pour faire une restitution du travail qu'on a fait par rapport à cette consultation. On a recueilli toutes les informations nécessaires pour faire le cahier de doléances. Aujourd'hui, on va exposer toutes les doléances qui ont été préparées par les régions administratives. Et après, on va essayer de faire en même temps des propositions et des engagements forts de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse va dire ce qu'elle pense et ce qu'elle veut dire. Pour réussir l'opération, les coins les plus reculés du pays ont été touchés pour recueillir l'avis des jeunes sur leurs préoccupations. Piloté par le ministère de la Jeunesse, le projet connaît le soutien de l'animateur français
Claudicia. Je voudrais juste ajouter une phrase de Nelson Mandela qui dit « Les choses décidées pour nous, sans nous, sont en réalité contre nous ». Et là, cette consultation nationale permet à la jeunesse de s'exprimer, de donner son avis et finalement de dire voilà ce que nous voulons pour l'avenir de la Guinée. Donc c'est-à-dire c'est vous, c'est cette jeunesse, la jeunesse du pays qui a décidé. Bravo, fier de cette jeunesse guinéenne et moi ému et fier d'être ici. C'est un processus qui a commencé depuis le 25 mai. Aujourd'hui, 8 août, le matin, c'est la plénière nationale. Plus de 1200 jeunes sont ici réunis à Conakry, au stade de Nongo, pour justement convenir sur les doléances régionales qui ont été arrêtées dans chacune de ces régions et aussi au niveau de la diaspora. Donc c'est l'atelier de validation. Nous sommes venus pour justement soutenir cette jeunesse, pour leur dire que nous sommes très fiers d'eux. Et au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, nous leur disons toute notre fierté et notre joie de les retrouver en train de construire la Guinée de demain. Les conclusions tirées de cette consultation vont être consignées dans un document qui sera remis au chef de l'État lundi prochain. Au même chapitre, d'autres travaux sur l'employabilité des jeunes s'est achevé ce week-end à Conakry. La rencontre a permis de mettre les bases pour la création d'un partenariat public-privé et favoriser ainsi le lancement des activités du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Bernard Tonguino revient sur les grandes lignes de ce forum. Le forum de Conakry s'achève sur une note d'espoir autour de la création d'un partenariat entre le secteur privé et les institutions d'enseignement du pays. L'accord porte sur la formation des jeunes en fonction du besoin du marché de l'emploi. C'est un processus qui a été entamé et nous allons le continuer secteur par secteur. Au lieu de réunir tous les 5 secteurs identifiés, maintenant nous allons faire un travail individuel avec le développement rural, avec le secteur des mines, en allant voir les employeurs dans ce secteur-là. C'est une extrême fierté de voir ce pourquoi on a travaillé pendant une année entière. Eh bien, on voit se concrétiser le fruit de notre travail. Et au-delà de tout, ce que je voudrais signaler, c'est véritablement l'engouement des personnes qui ont assisté à ce forum, un engagement sans précédent. Et là, c'est véritablement la preuve d'une très grande générosité du peuple guinéen. Et je ne me fais absolument aucun doute quant au succès de ce beau projet. Au terme de 3 jours de concertation, les défis à relever pour assurer l'employabilité des jeunes ont été identifiés. Les parties prenantes s'engagent à œuvrer pour gagner le pari. Il faudrait que le rôle de leader revienne aux universités qui, en partenariat avec l'enseignement technique, les écoles d'établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle et les entreprises pourront compétir pour obtenir. Et nous nous engagerons à faire de telle sorte que nous puissions décaisser ces montants. Ce forum lance ainsi les activités du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Un projet initié par le gouvernement avec pour objectif faire des institutions d'enseignement, des centres d'entrepreneuriat et faire du secteur privé un véritable promoteur de technologies. Avant de poursuivre ce journal, un communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique et social CES, nommés par décret numéro 145 PRG-SGG du 24 juillet 2015, sont convoqués en assemblée plénière le lundi 10 août 2015 à 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, pour procéder à l'élection du bureau de l'institution. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les membres est obligatoire. Le bureau de presse de la présidence. En déplacement, le ministre de la Pêche a sillonné quelques centres frigorifiques de Conakry. Accompagné d'une forte délégation, le ministre Jean René est allé évaluer le stock de poissons importés pendant cette période de repos biologique. Et le constat révèle que le stock est largement supérieur à la demande, même si les populations restent encore sur leur faim en matière de poissons. Abdoulaye Diallo sur les pas du ministre. Depuis le début du mois de juillet, la Guinée observe le repos biologique des poissons conformément aux exigences de l'Union européenne pour une période de 2 mois. Il faut absolument qu'il y ait un repos biologique. Il y aura pas, nous avons pris des engagements devant le département, devant le ministre de la Pêche, que nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de rupture.
Ce qui est très sûr, c'est que maintenant il reste à peu près un mois d'ici la fin de ce repos. Mais d'ici là, nous allons essayer d'approvisionner nos chambres froides pour que les femmes, nos épouses, nos mères puissent vraiment avoir du poisson. Dans les différents centres frigorifiques, les armateurs multiplient les efforts pour satisfaire les besoins des populations en produits halieutiques. Nous vous assurons et nous assurons, monsieur le ministre et la ministère, que le poisson ne va pas manquer dans les marchés. Notre stock qui est là, ça suffit minimum pour 3 mois encore. Et en plus, nous avons une stratégie et une politique pour assurer et toujours ravitailler les chambres froides, soit à Conakry, sans compter nos chambres froides qui sont à l'intérieur du pays, dont 14 points. Près de 15 000 tonnes de poissons de toutes les variétés sont stockées à travers les chambres froides des entreprises d'importation et de commercialisation de poissons à Conakry. Un tour d'horizon qui a permis à la délégation d'évaluer le niveau de ce stock qui devrait soulager les consommateurs pendant cette période. Aujourd'hui, je suis satisfait et ceux qui continuent à dire qu'il n'y a pas de poisson, mais il faut venir simplement dans les dépôts où il faut aller sur le terrain, voir les mareyeuses qui sont en train de travailler. Et donc, ça veut dire que le repos biologique n'est pas un frein pour l'approvisionnement des populations en poissons sur le marché. Avec cette mesure, la Guinée va renouer les échanges avec les principaux partenaires et surtout avoir dans ses eaux maritimes des ressources halieutiques de qualité. La pêche, une activité génératrice de revenus et d'emplois. À Conakry, le phénomène est inhabituel. Au quartier Bantouka 1 dans la commune de Ratoma, on assiste à des fissures sur certains bâtiments, voire même d'autres qui s'effondrent. Informée de la situation, une équipe du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire s'est rendue sur les lieux pour essayer de déterminer les causes de ce phénomène. Plus de détails avec Sam Maratonno Sorba Bangura. Nous sommes au quartier Bantouka 1 dans la commune de Ratoma. Depuis quelques mois, les concessions de cette zone présentent des fissures. Une situation qui a entraîné l'effondrement de certaines maisons. C'est le cas de ce bâtiment abandonné par les occupants il y a quelques jours. Dans cette zone, les travaux de décapage de ce chantier seraient la cause de ce phénomène. Nous avons creusé derrière. Le bâtiment présente des fissures et finalement ça s'est effondré. Et les locataires sont sortis. C'est un certain monsieur, il paraît que c'est un député, un certain Barry, qui a envoyé des machines pour excaver ici. Ils ont transformé les alentours de ces concessions-là en carrières. Donc ils ont enlevé beaucoup de terre sans tenir compte des voisins et sans tenir compte aussi de la nature du sol. Ils ont essayé de décaper partout. Donc la terre commence à bouger à tout moment et les bâtiments tendent à tomber. Présent sur le terrain, le responsable du chantier accuse l'occupation anarchique des lieux. De faire une demande d'experts, de faire un état des lieux, de faire un constat et de situer les responsabilités. Voilà. Et enfin, je dis de faire un arbitrage. La situation préoccupe les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Une équipe de professionnels du secteur de la construction sur place essaie de situer les responsabilités. Nous avons fait la visite de lieu. Il y a eu une machine qui a eu à travailler sur le décapage. Les eaux d'érosion ont fait que il y a eu éboulement sur une certaine partie de la surface du terrain. Et puis ça a occasionné quelques fissures sur certains bâtiments. En attendant la conclusion de ces techniciens, les habitants de cette localité où les fissures sur les concessions annoncent un éventuel effondrement vivent avec la peur dans le ventre. L'actualité judiciaire à présent avec ce point de presse du secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant ce face-à-face avec la presse, le numéro 1 de cet organe fondateur de l'indépendance de la justice a évoqué la question des statuts des magistrats et les actions déjà menées par sa structure. Compte rendu signé Kernoyoun Saba. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'un des éléments fondateurs de la réforme du secteur de la justice. L'organe œuvre dans la consolidation de la gouvernance judiciaire du pays. Déjà, ses
membres concentrent leurs efforts dans la construction d'une justice indépendante et crédible. Le magistrat, c'est lui qui assure l'arbitrage entre les conflits de compétences qui naissent entre l'exécutif et le législatif. C'est lui qui est habilité à juger de la légalité des actes de l'administration. C'est encore lui qui juge de la constitutionnalité des lois. Ça fait des pouvoirs importants que seul le magistrat peut assurer. Un an après la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe a reçu plus d'une vingtaine de plaintes. Ces plaintes ont amené la structure à prendre des dispositions contre certains magistrats. Plaintes parmi lesquelles de nombreux cas sont examinés en conseil de discipline. On a enregistré environ 23 plaintes. Sur les 23 plaintes, il y a 9 qui ont reçu une réponse et ces réponses vont de la révocation au rejet. Il y a eu une sanction de révocation concernant un magistrat, il y a eu des sanctions de rétrogradation par abaissement de grade, des sanctions d'abaissement d'échelon et une sanction relative au déplacement des magistrats, plus une décision de rejet, parce que la plainte n'est pas fondée. Et c'est justement à cause de cette plainte qui n'est pas fondée et des difficultés que nous avons eues de faire aboutir les autres plaintes que nous avons enregistrées, que nous avons jugé utile d'organiser cette conférence de presse. Cette conférence de presse est le deuxième du genre depuis l'installation de l'organe. Il a permis aux conférenciers de rappeler la nécessité de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature pour tout pays qui se veut garant des principes fondamentaux de la démocratie. Retour au pays de la Teranga, la Guinée et le Sénégal, liés par l'histoire et la géographie, et prix du développement du peuple sénégalo-guinéen. Les deux chefs de l'État ont également évoqué le partenariat entre les secteurs privés de leurs pays respectifs. Sanassi Keita. En compagnie d'une forte délégation de la CIPEG, Confédération patronale des entreprises de Guinée, le président de la République a rassuré à son homologue sénégalais de sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les hommes d'affaires guinéens et sénégalais. Il nous appartient de nous concentrer sur la mise en œuvre des projets et programmes déjà identifiés lors de nos différentes rencontres. Il va sans dire qu'un accent particulier sera mis sur le dynamisme du secteur privé. Son concours naturellement à la croissance porteuse de création d'emplois pour la jeunesse et l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi j'ai été très heureux d'être accompagné par mes compatriotes hommes d'affaires afin que dans le cadre de la visite officielle puisse prendre contact avec le sénégalais pour que nous ne développons pas davantage de relations entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires sénégalais et que nous puissions profiter des opportunités car nous devons faire confiance à nous-mêmes. Nos hommes d'affaires peuvent faire ce que les Européens font, donc faisons-leur confiance. Les hommes d'affaires guinéens se réjouissent de cette initiative du président de la République qui va dans le sens de la promotion du secteur privé, porteur de croissance et générateur d'emplois. On a besoin de le renforcement de ces rapports entre le secteur privé guinéen et sénégalais, d'autant plus que nous sommes des porteurs de croissance. Et s'il y a une telle entente entre les deux pays et que ce partenariat se porte bien, je pense que ce sera une très bonne chose. Parmi ces hommes d'affaires guinéens, d'autres ont déjà signé des contrats avec ceux du Sénégal. Déjà, je vous dis que je suis là pour signer un contrat extrêmement important dans la production télévisuelle où ma société Group Business Marketing vient de prendre 51% des actions de la production sénégalaise, ce qui est extrêmement important dans notre coopération. Et je sais que sur ce côté télévisuel, ça va aider la visibilité de notre culture et de notre sport sur l'Afrique tout entière, parce que nous venons de créer une télévision panafricaine. Le professeur Alpha Condé, au niveau de la Guinée, a toujours évolué dans le sens de promouvoir les entreprises guinéennes. Donc si aujourd'hui les deux chefs d'État nous invitent à nous unir, c'est-à-dire le secteur privé guinéen et le secteur privé sénégalais, je ne pourrais que les féliciter et les encourager à continuer à aller dans ce sens. Sur ce, nous avons eu des rencontres avec les patronats du Sénégal. Des conventions ont été signées. Les semaines ou les mois à venir, nous essayerons de nous retrouver soit en Guinée, en Corse, ou soit au Sénégal ici, pour pouvoir faire en sorte que tout cela se matérialise. Avec cet élan emprunté aujourd'hui par les présidents Macky Sall et professeur Alpha Condé, l'espoir est permis de voir les relations entre la Guinée et le Sénégal se raffermir davantage, surtout dans le domaine du secteur privé, à travers le transfert de compétences entre les investisseurs guinéens et sénégalais.
Toujours au Sénégal, le professeur président Alpha Condé était ce samedi à Diamniadio avec son homologue Macky Sall. Les deux chefs de l'État étaient venus constater l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle ville de Diamniadio. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. La ville de Diamniadio en chantier. Une politique engagée par le président Macky Sall qui compte très rapidement désengorger la ville de Dakar. Ici, les deux présidents se sont rendus sur le terrain pour venir surtout constater l'état d'avancement des travaux de construction des différentes infrastructures. D'abord, les techniciens du projet ont donné brièvement une explication de la future ville de Diamniadio aux deux présidents à travers ces différentes maquettes. Une manière pour professeur Alpha Condé et Macky Sall de connaître déjà ce qui va devenir cette ville en plein chantier. Dakar, c'est comme Conakry, c'est une île, donc c'est très encombré. Et on ne peut plus développer Dakar, d'autant plus que je fais la critique qu'ils ont détruit Dakar avec une très belle corniche. Malheureusement, ils ont détruit la corniche en construisant partout. Je pense que c'est très intelligent de mettre fin à cela. Mais comme il faut développer le pays, et qu'il y a l'autoroute, je crois que mon frère a une idée très générale. Je vois aussi qu'il est un peu architecte, parce que le monsieur vient me dire qu'il voulait faire l'ascenseur à l'intérieur. Il a exigé l'ascenseur panoramique qui peut permettre aux gens de voir les deux côtés. En tout cas, c'est une excellente idée. Je pense que beaucoup de pays africains vont s'en inspirer. En tout cas, moi, je vais m'en inspirer. Et vraiment, je reconnais cette vision futuriste qui permet de désengager Dakar et de permettre que les ministères qui emploient le maximum de personnes soient désengagés. Et nous avons le même projet parce que les rues de Conakry sont très encombrées, donc nous allons dégager sur le câble pour que que ce soit le terminal pour les conteneurs et tout. Je crois qu'il a la même idée. Donc je pense que nous avons les mêmes visions pour désengager la capitale. Pour le président Macky Sall, la présence du professeur Alpha Condé au Sénégal est une opportunité pour à nouveau constater surtout l'état d'avancement des travaux de construction de la ville de Diamniadio. Là, je voudrais remercier d'abord le président grand frère Alpha Condé, d'abord pour cette visite extrêmement importante, une visite de 3 jours. Il vient dans un pays qu'il connaît très bien, où il compte beaucoup d'amis. Et aussi, cette visite de terrain me permet moi-même, en même temps que lui, de constater l'état d'avancement des travaux. Je pense que la ville de Diamniadio est une ville maintenant en croissance et en développement. C'est une ville relais, comme il l'a dit. Nous avons la presqu'île qui est saturée. Nous avons eu l'opportunité de l'autoroute et le train express va venir également pour faciliter les déplacements. L'aéroport, une fois qu'il sera de l'autre côté, les gens pourront comprendre davantage le rôle stratégique de cette ville relais de Diamniadio. Donc j'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements. Tous les travaux engagés sur ce site ont été scrupuleusement visités par le président Macky Sall en compagnie de son hôte de marque, professeur Alpha Condé. À Conakry, l'on s'achemine vers la mise en place d'une base de données statistiques nationale. Dans cette dynamique, les cadres statisticiens nationaux et régionaux des différents départements ministériels ont été formés sous les techniques statistiques. Une rencontre rendue possible grâce à l'Institut national de la statistique avec l'appui financier de l'UNICEF. Gamo Kaba Al-Gassimba. À Conakry, la formation des cadres pour la mise en place d'une base de données statistiques nationales a porté sur la maîtrise du logiciel de développement et de l'information DevInfo. Les cadres statisticiens des différents départements ministériels sont les principaux bénéficiaires. Cette initiative vient notamment du gouvernement guinéen qui veut renforcer son système statistique. La loi statistique vient d'être adoptée, promulguée, et l'un des éléments qui contribue à la fiabilité des données statistiques pour véritablement construire une base de données qui puisse permettre sur les indicateurs sociaux qui concernent donc les communautés de la Guinée, la population de Guinée, en vue de prendre les bonnes décisions, en vue du développement et de l'épanouissement des différentes communautés.
Avec ce logiciel spécialisé, ces cadres seront techniquement outillés en matière de collecte et le traitement des données. La première fois de voir le logiciel et puis je me demande comment même l'UNICEF a pu regrouper des éléments pour former le logiciel qu'on ne retrouve jamais dans les autres institutions. Avec l'appui de l'UNICEF, l'Institut national de la statistique compte créer un système fiable d'information et de suivi de progrès pour la documentation, la diffusion et la conservation de microdonnées. Autre formation, cette fois-ci concernant les journalistes à Kindia, ils ont été formés sur les questions électorales. Une rencontre initiée par la Commission électorale nationale indépendante afin de faciliter la couverture médiatique des élections prochaines. Mohamed Sayar a également participé à cette formation. Suivez. La CENI renforce la capacité des journalistes sur le processus électoral. Le cadre juridique et la couverture médiatique des élections sont entre autres les thèmes débattus. Ce cadre d'échange est l'un des actes majeurs qui annonce la présidentielle du 11 octobre 2015. Notre rôle est aussi de former ces journalistes-là sur l'essentiel des questions électorales et aussi sur l'étape que nous sommes en train de franchir, qui est l'étape du traitement des données, de l'affichage des listes électorales, de la production de la carte électorale. Pour la transparence et la crédibilité de la présidentielle, la CENI mise sur le professionnalisme des hommes de médias tout au long du processus. Une preuve au cours de laquelle la quiétude sociale reste le but primordial. Je pense que les médias, les journalistes dans leur ensemble ont un rôle extrêmement important à jouer, non seulement pour la crédibilisation des élections, mais aussi à créer un cadre de paix favorable, si vous voulez, à l'instauration de la stabilité politique. C'est une formation que nous avons besoin puisque ça nous permet de revoir ce que c'est la déontologie, l'éthique du métier et surtout la responsabilité du journaliste. C'est ça qui est important. Au finish du séminaire de Kindia, l'institution électorale a tenu un point de presse avec pour toile de fond le financement de la présidentielle et l'affichage des listes électorales qui doit débuter le 8 août. Un mot de politique maintenant, les femmes de Forcaria s'engagent à soutenir la réélection du professeur président Alpha Condé. Récemment, ces femmes ont tenu un forum qui vise à renforcer la cohésion sociale et amorcer le développement du Moria. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana juste avant son départ pour l'Égypte. Fodé Camara, compte rendu. Sur les rives du fleuve Kissi-Kissi, les communes rurales de Kakossa, Kabak, Benti, Farmoria et Maferaya se donnent rendez-vous à la maison des jeunes de la commune urbaine de Forêt-Caria. Objectif, resserrer les rangs derrière les idéaux du professeur président Alpha Condé, comme pour dire qu'il est temps de parler d'une seule voix. Il y avait ce qu'on appelle scission entre les fils de Forêt-Caria, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réussi à mettre les femmes ensemble et les efforts qui ont été déployés par rapport à ce travail, j'avoue qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème à Forêt-Caria. Et nous rassurons l'opinion nationale et internationale qu'à Forêt-Caria, le professeur aura les 100%. Les 100% qui vont nous amener à un coup KO. Je le dis bien, à un coup KO. Ce ne serait pas seulement Forêt-Caria, mais au niveau de toute la basse-côte, et ça serait élargi. Ici, les femmes, membres des mouvements de soutien fortement mobilisés, saluent les actes posés par le professeur président Alpha Condé au cours de son quinquennat. Un quinquennat où l'autonomisation des femmes est logée à la bonne enseigne. Ontanaya, Alpha Nambe, Saleh Mouba Keli. Traduit dans notre langue, ces slogans sont l'expression de notre engagement et nous vous promettons qu'ils seront jalousement respectés. Je dois témoigner ma satisfaction à l'endroit des femmes de Forêt-Caria qui ont su transcender leurs différends pour se retrouver dans des organisations à caractère socio-économique pour promouvoir l'unité et l'entente entre elles. C'est ce qu'elles ont démontré. Donc désormais, il n'y a plus de différends.
différentes politiques sociales, tout est tombé. Tous sont d'accord pour être avec le président, avec ce gouvernement-là. Alors ce message, je tenais à le dire à tout le monde. Désormais, ici, nous respirons par le même poumon. Les fils de Forêt-Karia, hommes, femmes, tout le monde se retrouve. Dans les jours à venir, les membres des mouvements de soutien de Forêt-Karia comptent se déployer sur le terrain pour soutenir la réélection du professeur président Alpha Condé. Toujours en politique avec la naissance d'un nouveau mouvement de soutien au président de la République. Le mouvement Alpha pour une Guinée intégrée est composé de 1000 jeunes, tous décidés à soutenir le programme de développement du chef de l'État. C'est l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui a représenté la première dame à la cérémonie de baptême, Adjadama Magasuba. C'est dans la ferveur que le mouvement Alpha pour une Guinée intégrée a été lancé ce vendredi à Conakry. Ces cadres venus de tout horizon social, ethnique, du secteur public, privé, ONG, des associations de femmes, tous actifs individuellement depuis de longues années pour la cause du RPG, sont partis d'un seul constat évocateur pour s'organiser en mouvement de soutien, cela en minimisant le taux d'abstention et sécurisant le suffrage dans la commune de Matoto. Lors des élections législatives de 2013, sur les 437 251 électeurs inscrits dans la commune de Matoto, seulement 293 609 ont voté avec 25 426 bulletins nuls. Magie entend travailler pour déterminer les causes de cette situation et à leur correction pour donner au RPG en 2015 au moins 55% des suffrages valablement exprimés. L'objectif du mouvement, c'est de travailler à l'élection du professeur Alpha Condé dès le premier tour de l'élection présidentielle 2015. Ce baptême de feu du mouvement Alpha pour une Guinée intégrée a commencé par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran au quartier Sangoya. La sourate Yassine a été lue 113 fois pour la paix, l'unité et la tolérance entre les fils du pays. Au terrain de Sangoya, pour la suite de la cérémonie, le ministre d'État aux Finances a rappelé les acquis du parti au pouvoir. Quand on commence à égrener les réalisations faites par le professeur Alpha Condé en si peu de temps, on se rendra compte que les Guinéens vont le plébisciter dès le premier tour le 11 octobre prochain. Je vais donner juste 3 exemples. Au 31 décembre 2010, le courant produit en Guinée, la capacité de production, c'était 38 mégawatts. Aujourd'hui, avant les élections, vous avez d'abord le barrage hydroélectrique de Caleta qui fait 240 mégawatts. Vous avez les centrales de Tombo et de Kipé qui vont faire 100 mégawatts. Vous avez l'installation de K-Énergie qui va faire 75 mégawatts. Vous avez les autres groupes de Tombo qui vont faire 60 mégawatts. Vous avez aussi les centrales thermiques hydroélectriques de Donkea. Je crois que ça peut dépasser 400. Alors quand vous comparez 38 à 400, il n'y a pas photo. Le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel a pour sa part invité les différents mouvements à une synergie d'action pour ne pas disperser les efforts. Saramadi Touré a demandé aux militants de resserrer les rangs. Des artistes originaires des 4 régions naturelles du pays ont égayé cette cérémonie de lancement. Santé, bientôt un siège régional de la coordination du Comité national de lutte contre le sida à l'Abbé. Une fois réalisée, l'infrastructure va permettre de rapprocher les personnes infectées dans la région à leur structure sanitaire en vue de mieux contrôler cette pandémie. La cérémonie de la pose de la première pierre a mobilisé tous les acteurs sanitaires de la région. Falilou Diallo, Sarafedine Diallo, RTG l'Abbé. C'est ici, dans la cour de la direction régionale de la santé de l'Abbé, que sera bâti le siège du bureau de la coordination régionale du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida. Si avant, on transportait les ARV dans les taxis avec tous les risques liés à cela, nous avons bien voulu mettre les coordinations dans des régions justement pour parer à de telles situations.
Ce projet fait suite à une initiative qui a démarré en 2011 et qui sera réalisée dans 8 régions de la Guinée. Elle vise à rapprocher les services de lutte contre le VIH des populations, mais surtout de répondre à leurs préoccupations. L'édifice sera bâti sur une superficie de plus de 942 mètres carrés et abritera 8 salles. La durée des travaux est de 3 mois pour un coût global estimé à 600 millions de francs guinéens. Il y a quelques mois, on était réunis ici. C'était pour l'ouverture, justement, et de la coordination régionale du CNRS. Et aujourd'hui, encore, nous voilà réunis, cette fois-ci, pour procéder à la pose de la première pierre de cette coordination régionale. Avec ce projet, le secrétariat exécutif du CNLS dispose de 5 bureaux de coordination. Objectif numéro 1, pérenniser les actions de la riposte contre le sida dans notre pays. En fait, sport football qualifié pour la Coupe du monde des cadets prévue en octobre prochain au Chili, le Style national cadet jouera dans la poule B contre le Brésil, l'Angleterre et la Corée du Sud. Cette randonnée du Sili Yoré au sein de l'élite mondiale doit être bien préparée et bien soutenue. Un commentaire signé Oumar Geng. Sont présents. Cette Coupe du monde du Chili 2015 est à coup sûr une épreuve test qui permettra d'envisager l'avenir du sommet du football guinéen, symbolisé par les Sili nationaux de toutes catégories. Et si la loi du devenir est un lien ombilical entre le Sili national cadet et le Sili national senior, alors la randonnée de nos cadets à Santiago de Chili mérite d'être bien préparée, bien suivie et bien soutenue. Dans une poule aussi relevée que la renommée et la grandeur de pays comme le Brésil et l'Angleterre, le Sili national cadet n'a de détails à faire, sinon bien se préparer sur le plan technique, sur le plan physique et sur le plan athlétique, se jeter dans les duels avec ardeur et détermination, 11 contre 11. D'ailleurs, n'est-il pas héritier d'une tradition où la Guinée est allée sans complexe représenter l'Afrique à la Coupe du monde des U17? La qualification et la prestation des différentes générations de cadets qui sont partis en Chine en 1985, en Écosse en 1989 et en Équateur en 1995 sont des réponses éloquentes que la Guinée est un habitué du mondial des cadets. Un Guinéen, d'ailleurs, Fodé Camara, a recueilli en 1989 le trophée de soulier d'or, c'est-à-dire le meilleur de sa génération en Écosse. C'est donc avec une légitime ambition que nos cadets auront à affronter dans cette poule le Brésil, puis l'Angleterre et la Corée du Sud, 3 adversaires de styles de jeu différents et face auxquels le coach du Sili cadet, Hamidou Camara, définira des tactiques du jour différentes. Autant de qualités que s'efforce de développer les stages de préparation offerts par le PDG de Guinée Games, président du Horé Athletic Club, le très patriote Antonio Soare. Grâce à ce mécène du football guinéen, les cadets ont commencé la mise au vert au Maroc. Ils doivent la poursuivre en Afrique du Sud et au Brésil avant de fouler le sol de Santiago de Chili. La compétition s'annonce très dure, mais il n'y a plus de poule facile ou de poule impossible. Il n'y a que des équipes bien ou mal préparées. La dernière Coupe du monde senior en dit long, avec le Brésil défait 7-1 dans ses installations avec son écusson de généralissime 5 étoiles en football, ce qui est un signal fort qu'on peut l'affronter d'égal à égal. Bonne chance au Sili Yoré. Bonne chance donc à l'équipe nationale. Avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique et social nommés par décret numéro 145 PRG SGG du 24 juillet 2015 sont convoqués en assemblée plénière le lundi 10 août 2015 à partir de 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale pour procéder à l'élection du bureau de l'institution. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les membres est obligatoire. Le bureau de presse de la présidence. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Nous gardons une pensée pour notre confrère de l'Espace TV, Chérif Diallo, porté disparu et que nous espérons retrouver. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. À demain.